Bonjour à toutes et tous. Nous sommes sur le 34e Festival international de géographie pour une rencontre intitulée L'urgence de penser l'urbanisation. Penser non seulement en termes de réflexion, mais également en termes de soins. Les questions environnementales nous imposent d'adapter nos villes et de trouver de nouvelles solutions urbanistiques, mais lesquelles ? Le rêve de la maison pavillonnaire des Français est synonyme d'étalement urbain, mais permet également un nouveau rapport à la nature. Quant aux villes denses, si elles limitent l'expansion des grandes métropoles, elles voient aussi leur vertu écologique questionnée. Entre ces deux formes urbaines, quelle palette inventer pour des villes responsables et vivables ? Nous allons passer 1 heure en compagnie d'André Lortie et Jean-Louis Subilo, dont les livres sont ici, les auteurs dédicaceront à l'issue de cette rencontre. Donc, de quoi l'urbanisme est-il le projet d'André Lortie aux éditions de l'Aube ? Et plus loin, plus proche, par Jean-Louis Subilo, Guillaume Hébert, Anna Kreminzer et Sébastien Arlot, aux éditions La Découverte. Livre qui paraît bientôt, mais qui est ici présenté sur le festival en avant-première. Et je précise également qu'il y aura un temps d'échange avec le public, bien sûr, à l'issue de notre propre échange. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots quels sont vos domaines spécifiques. Vous êtes tous les deux urbanistes, architectes, professeurs, docteurs en urbanisme. Je vous laisse expliciter vos travaux. Bonjour, donc mon nom est André Lortie, je suis architecte de formation, j'allais dire urbaniste presque par passion, et j'ai une activité d'enseignant-chercheur, je suis professeur en école d'architecture à l'école d'architecture de Paris-Belleville, et j'ai également une activité professionnelle d'urbaniste, et j'ai longtemps eu une activité professionnelle d'architecte urbaniste. Maintenant, je fais plutôt du conseil auprès de collectivités de manière ponctuelle. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis intéressé beaucoup à l'agglomération parisienne, à son histoire, ce qui pourrait un peu expliquer l'ouvrage sur lequel mes travaux ont débouché dernièrement, avec une part historique et une part réflexive, critique sur les situations actuelles et sur des hypothèses des situations à venir. Jean-Louis Subilo, moi j'ai une formation plutôt de sciences politiques, mais très vite j'ai bifurqué dans l'urbanisme parce que j'ai été 12 ans à l'atelier parisien d'urbanisme, au moment où on refaisait la planification de Paris après le mouvement moderne, les grands mouvements de rénovation. Et ensuite, je me suis occupé des grands projets du président Mitterrand pour le bicentenaire de 1989. Notamment, j'ai réalisé la Grande Arche en tant que maître d'ouvrage. Et ensuite, je suis passé à des opérations d'aménagement, plutôt des grandes opérations. En parallèle, le projet de Ralil, qui pour Pierre Mauroy, vous savez, était le symbole avec le Rem Koolhaas comme urbaniste, de la remise sur la scène européenne de Lille, après la catastrophe qui était le départ de l'industrie, de la métropole, et une forte volonté de métropolisation dont on parlera peut-être, parce qu'elle est aujourd'hui souvent contestée. Et par ailleurs, je me suis occupé de l'aménagement des terrains Renault de l'Île-Seguin, beaucoup parce que j'étais passionné de l'Île-Seguin, de l'histoire ouvrière de l'Île-Seguin, que je pensais qu'on pouvait faire œuvre utile et faire un très beau projet écologique dans ce site magnifique, et en même temps garder la mémoire des ouvriers avec lesquels nous travaillons. Bon, j'ai été un peu balayé pour des raisons politiques, on en parlera peut-être plus tard. Et à ce moment-là, j'ai formé une fabrique de la ville, qui est une agence d'urbanisme et de conseil stratégique sur lequel nous travaillons avec beaucoup d'élus, essentiellement pour les collectivités publiques, et avec une jeune équipe. Et cette jeune équipe s'interroge beaucoup sur le changement de paradigme, comme tu dirais dans ton livre, le basculement qui survient aujourd'hui, d'où ce livre, Plus loin et plus proche, j'expliquerai pourquoi, le titre tout à l'heure, qui est écrit à partir d'exemples concrets, car je pense que le mode de production de la ville, on sera d'accord là-dessus tous les deux, la mise en œuvre est extrêmement importante et qu'il faut que le public et les citoyens comprennent
soit dedans pour peser sur les politiques dans ce domaine. Alors justement, en termes de concret, que définissent les termes aménagement du territoire, projet urbain, concrètement pour nous, citoyens et citoyennes, qui les vivons, mais qui n'avons pas accès aux tractations et au-dessous de ce que recouvrent ces termes? Je me permets de répondre d'abord, Jean-Louis complétera. Je pense qu'il est important de percevoir le feuilletage, si je puis dire, l'urbanisme est accompagné par un code d'urbanisme complexe, il fait plusieurs centaines de pages, surplombé par un code de l'environnement, enfin tout ça qui subséquent au code d'urbanisme, code de la construction, enfin il y a toutes sortes d'échelles. Oui, qui s'impose à tous. Le code, Jean-Louis dit le code civil, effectivement, qui s'impose à tous. Alors, cette complexité amène un feuilletage dans les procédures d'urbanisme qui va de la planification pour un ensemble du territoire national, par exemple, qui se trouve plutôt sous forme de tableur Excel avec des chiffres, des objectifs, etc. Et ces objectifs doivent être pris en compte en ce qui concerne l'aménagement du territoire à travers des stratégies qui sont souvent à grande distance de la réalité concrète des territoires, de leur matérialité. Ces objectifs sont traduits sous la forme de schémas. Aujourd'hui, on a des schémas de cohérence territoriale. On a déjà eu, et on a encore d'ailleurs dans l'agglomération parisienne, un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Mais ceux qui connaissent ces plans savent qu'ils sont plutôt à base de formes géométriques, de flèches, de cercles, d'aplats de couleurs, de patates, pourrait-on dire, ce genre de choses. Et il faut bien pouvoir passer de cette abstraction de la planification à la matérialité concrète des territoires. Et ça se fait par étapes successives jusqu'à l'étape ce qu'on appelle le projet urbain. Certains considèrent que ce terme est entaché d'idéologie, mais disons c'est une façon de nommer cette étape où on s'intéresse à partir de ces données urbaines d'aménagement du territoire à leur traduction dans l'espace matériel. On dessine le domaine public, des voiries, des places, des squares, etc. On attribue un espace au domaine privé, de la réalisation d'immeubles, d'équipements publics et autres. Et donc voilà comment on passe de cette échelle de l'aménagement du territoire, de la planification, jusqu'à l'échelle du projet urbain, et puis évidemment de l'étape de sa matérialisation architecturale qui se fait dans un temps subséquent, accompagné par des urbanistes tels que la Fabrique de la Ville, qui est la structure qu'a conçue et mise en place Jean-Louis Subilo. Justement, vous avez supervisé de grands projets architecturaux qui, en plus, d'une certaine manière, représentent la France, le prestige d'un pays. Est-ce pour consolider un peu une vision durable que vous avez créé une fabrique de la ville pour ne pas être dans le béton pur, éventuellement destructeur? Oui, vous avez tout à fait raison. Il est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur des très grands projets. Et donc, ça pose des questions qui sont des questions très contemporaines. Si on prend le programme de projet qui avait suivi l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y avait l'idée, si vous voulez, que par la culture et l'éducation, l'idée un peu folle, ou peut-être une illusion lyrique, pensez à l'opéra populaire de la Bastille, que grâce à cela, il y aurait une possibilité d'aller vers une sorte de changement de société, de rapport entre les gens. Bon, j'ai retrouvé cette même idée plus tard, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, avec l'arrivée dans un tout autre contexte, mais avec l'arrivée du Louvre à Lens, au milieu d'un bassin minier, là où il n'y a aucun musée, là où
personne avait à l'époque, il y a 15 ans, vraiment une très grande dérédiction, chômage, malformation et mauvaises conditions de logement. L'idée de Daniel Percheron, quand nous avons commencé à travailler là-dessus, était bien de dire, par la culture, je vais créer un choc et montrer que le mineur est digne de la plus haute culture. Il est digne des œuvres du musée du Louvre. Et il faudra y amener. Il faut qu'il change d'image, l'indignité ne le frappe plus. Et quand je vois aujourd'hui, 15 ans après, puisque c'est le musée qui comporte le plus de personnes vraiment populaires, le plus d'enfants, quand je vois les cohortes d'enfants venir là, amener leur grand-mère, amener leurs grands-parents, bon, je sais que vous travaillez à Reims à côté, on pense qu'il y a une vérité là-dedans. Mais ça ne suffit pas. Mais je n'ai pas le temps de développer. Vous acheterez des livres, vous verrez. J'ai développé la stratégie de Rallance, qu'on a conçue autour de ce choc culturel, parce qu'il fallait à ce moment-là un choc de coopération et justement une planification à une échelle d'un bassin de vie qui s'ignorait, une grande métropole, 700 000 habitants, de Naumont et Nain-Bourbon, à Béthune et plus loin, sur la Houille, 700 000 habitants, répartis dans des petites communes, toutes dans la bisbille gauloise, entre municipalités socialistes, communistes, etc., sans projet global, à 30 km de l'île. Donc voilà une question qui nous oblige à penser, si vous voulez, le mouvement autrement que dans une grande métropole, celle sur lesquelles j'avais travaillé, comme évidemment Paris, sur lesquelles on reviendra, parce que les questions d'organisation posent beaucoup de problèmes, ou Lille, les métropoles radioconcentriques. Je connais mal la région ici, mais ces systèmes d'urbanisation très répartis, diffuses, en noyau, en réseau, est très important à regarder par les urbanistes. Je dis ça par rapport à ce qui est indiqué au démarrage de la conférence, les pavillons et la ville ancienne, ou la vieille ville. Non, il y a une gamme beaucoup plus large, et je pense qu'on a intérêt à faire très attention à tous ces contextes pour y répondre. Et donc, pour revenir à votre situation, à votre question, il est effectif que j'ai volontairement essayé de travailler sur des secteurs très différents, pleine commune d'abord, donc là c'est de Saint-Denis, Stein, Lac-Pont-Neuve, vous voyez, et le bassin minier du Pas-de-Calais. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui manquent de maîtrise d'ouvrage, qui manquent non pas d'ingénierie, il y a des gens de bonne valeur, mais où réellement on doit pointer les questions les plus graves de marginalisation et faire un effort particulier de conception pour ne pas changer notre regard et ne pas amener le regard de l'urbanisme qui remplit trop peut-être les gazettes. Je pense à l'urbanisme d'aujourd'hui, beaucoup sur la ville du quart d'heure, la ville apaisée, la mixité, les tiers-lieux. Bon, tout ceci est très bien. Mais ce changement d'image de la ville ne suffit pas. Il faut aller pointer les problèmes de fond. Oui, il faut en fait se servir un petit peu de l'urbanisation comme un peu une sorte d'outil qui permet d'observer un territoire. En fait, l'urbanisation dit quelque chose d'un territoire qu'il appartient aux urbanistes de Il faut d'abord pointer. déchiffrer. C'est d'où l'importance des géographes et du travail qui se fait très peu, parce qu'il y a très peu de travail avec les chercheurs. Tous ces mondes sont totalement séparés. Et ça change un peu, mais pas tellement. Ça change un peu. Par exemple, nous faisons des groupements dans les projets que nous animons, que ce soit des projets stratégiques, comme la stratégie territoriale de Pleine Commune, la stratégie territoriale du pôle métropolitain de l'Artois, le bassin minier, mais aussi des groupements, par exemple, pour faire le village olympique, qui est en train de s'achever, qui va être livré. Ce sont des groupements
complexes. On essaie d'avoir des chercheurs, par exemple, sur la question du carbone, naturellement, sur la question des nouveaux matériaux. C'est extrêmement important. Mais il y a quand même, en moyenne, pas assez de travail, de recherche, et pas assez d'implication de l'intelligence des géographes, des sociologues dans le travail de fabrication de la ville, concrètement. En termes justement de technologie et de repenser la ville et le tissu urbain, André Lortie, vous égratignez dans votre livre les smart cities, concept dont on entend beaucoup parler, de technologie au service d'une urbanisation plus verte, puisque la question écologique prime aujourd'hui, la thématique principale de ce salon, urgence au pluriel. Comment est-ce qu'on peut concilier urgence au pluriel écologique, technologie, quand on sait par exemple que les smart cities s'appuient sur des technologies extrêmement polluantes? Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver un juste milieu pour les prochaines années? Un juste milieu entre quoi et quoi? Je reviens au point précis là, de votre question sur les smart cities. Vous avez associé smart city et ville verte. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien immédiat entre ces deux aspects. À part le marketing, peut-être, oui, tel que c'est souvent présenté. Ouais. C'est surtout ça. Et parce qu'on peut faire une ville verte sans nécessairement qu'elle soit connectée et inversement. En fait, ce que je perçois à travers ces slogans, Jean-Louis disait nommer un certain nombre de ces thèmes à la mode, et voilà, c'en est un. La ville du quart d'heure, c'est sûr que la Smart City aide la ville du quart d'heure. Alors, en fait, je ne suis pas anti-technologique du tout. Comme souvent, le remède peut être aussi le poison. Hein, c'est le pharmacon, c'est cette dualité entre, disons, d'une même cure qui peut être aussi en même temps nocive. La Smart City, les technologies de l'information et de la communication sont dans ce cas. De mon point de vue, si ces technologies sont au service d'une ville dont on ne pense pas ce qui fondamentalement la fait fonctionner, mais au contraire, sans penser le fonctionnement de cette ville, sert surtout à l'accélérer, par exemple, alors ce n'est sûrement pas l'horizon d'un changement positif. C'est ce qu'on constate dans la plupart de ces grandes plateformes de collecte et de traitement des données dans les villes telles qu'elles ont été mises en œuvre aujourd'hui. Je pense à Dijon, par exemple, ou à la ville de Boston aux États-Unis. Ces technologies servent, par exemple, à identifier un dysfonctionnement immédiat, un trou dans la chaussée, un feu de circulation qui ne fonctionne pas bien, l'éclairage nocturne qui serait défectueux, et par divers systèmes, on arrive à repérer le dysfonctionnement et même à l'anticiper et à trouver une solution technique. Pourquoi pas? C'est sûrement utile pour les finances d'une collectivité de pouvoir intervenir rapidement, etc. Mais on est là dans une accélération de ce qu'on sait déjà faire et qui est plutôt une ville au service d'une industrie, là, dans ce cas technologique, dont l'ensemble des éléments qui concourent sont invisibles à l'œil. Caméra discrète, capteur caché, câble de transmission enfoui, centre de traitement des données, data center expatrié dans des territoires qu'on ne voit pas, parfois ailleurs sur la planète, etc. Sans parler de la technologie des satellites dont Elon Musk nous promet qu'en 2027, on en aura 42 000 qu'il aura lancé lui-même autour de la planète.
Donc voilà, on est dans cette accélération technologique. En revanche, la Smart City, c'est peut-être aussi le fait que pour ceux qui sont connectés, la ville peut devenir plurielle parce que grâce à la géolocalisation, je peux avoir accès à un service ou un commerce qui est proche de chez moi sans nécessairement avoir à me rendre sur une grande plateforme commerciale en périphérie où je trouverai une concentration de services et de commerces, etc. Donc la Smart City, c'est aussi la possibilité d'avoir une intelligence collective mise en réseau pour réfléchir justement au dysfonctionnement, non pas technique à régler grâce à l'apport d'un technicien qui pourrait plus rapidement intervenir grâce à ces technologies, mais plutôt à réfléchir sur la nécessité d'avoir peut-être un éclairage nocturne. Jusqu'à quelle heure et pour pouvoir diminuer la pollution lumineuse. Donc on voit que sur la même question de l'éclairage lumineux, on peut avoir des technologies qui nous renseignent immédiatement pour pouvoir la réparer et garder le statu quo du mode de fonctionnement tel qu'il est, ou alors avoir un réseau de discussion, des cercles d'échange, l'accès à des informations dans un temps court, des informations qui sont produites par les chercheurs que Jean-Louis appelait de ses voeux tout à l'heure, pour avoir une connaissance partagée de notre environnement, pour que les citoyens puissent intervenir dans l'évolution et la transformation de leur propre environnement. Et là, les technologies sont ce remède, peut-être, qui peut nous accompagner dans un mieux vivre nos conurbations et nos lieux d'accomplissement de notre vie de citoyen que peuvent être les villes. Vous avez parlé vous avez employé un terme qui est assez, je trouvais assez frappant, vous parlez de ville au service de l'industrie. Donc est-ce que ce n'est pas un pas de plus vers une forme de privatisation du quotidien, de privatisation de notre espace commun, comme vous l'avez dit, pourquoi pas des réseaux sociaux, de quartiers, etc. Mais est-ce qu'on ne va pas à grands pas, vous avez aussi cité Elon Musk, vers une privatisation poussée de notre territoire, de notre lieu de vie? Oui, je vais répondre chacun. Je vais dire deux mots, mais je laisse la parole à Jean-Louis. Effectivement, oui, c'est un risque. En France, on en est encore à une certaine distance. Je pense qu'il y a le bien commun du domaine d'usage public est encore respecté. Mais effectivement, on peut voir la vie. On parlait des technologies de l'information et de la communication. Elles reposent sur des plateformes. Ces plateformes, c'est celle de la mise en réseau. Mais on peut aussi percevoir la ville comme une plateforme. Et cette plateforme, on le voit dans une ville comme Paris, elle est au service d'opérateurs privés. Les trottinettes, les vélos, Uber, etc. Et là, la question se pose du soin à apporter à cette plateforme et à l'usage qu'en font des opérateurs sans nécessairement être redevables à la collectivité, d'une part de l'usure qu'ils imposent, si je puis dire, peut-être pas de l'usure, mais cela dit, elle est réelle, mais surtout de ce que le bon fonctionnement de leur propre service exige de la qualité de la plateforme en question. Pour rouler en trottinette, il faut un enrobé parfait. Et donc, vous voyez, voilà, là, il y a une part de présence, d'occupation du domaine public par le privé, qui, à nouveau, je ne dis pas qu'on doit bannir ce type d'usage. Les trottinettes sont sûrement très utiles. Cela dit, à Paris, elles ont été beaucoup remises en question, mais pour d'autres raisons. On ne sera pas dans ce débat. Mais en revanche, quelle est la juste part d'un opérateur comme celui-là? Quelle juste part doit-il céder à la collectivité et pour pouvoir exercer son activité? Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des déséquilibres forts.
Jean-Louis, Oui, c'est une question tout à fait fondamentale. Alors, sur la question de l'usage des technologies, moi je souscris entièrement à tout ce que vient de dire André. Plusieurs points. D'abord, on ne peut pas arrêter la révolution numérique. Or, elle est peu mise au service de l'urbanisme aujourd'hui, autrement que par certaines boîtes de services privés, ou les GAFA, si on veut. Là, il y a sans doute un domaine de recherche très fructueux entre les chercheurs et les praticiens et les habitants. usagers. Alors, un point, la richesse des données, elle est extraordinaire aujourd'hui. Tout le monde ayant son smartphone, chacun voyage. Donc tout le monde est localisé en permanence. On sait très bien qu'un des points majeurs d'inconfort ou de la vie urbaine et d'empreinte écologique, c'est le déplacement, c'est le transport. C'est un des points aussi qui marque le plus l'apartheid social entre celui qui peut se déplacer en fonction de l'endroit où il vit, des moyens auxquels il a accès. Je ne reviendrai pas sur le bassin minier, mais je pourrais en parler longuement, par exemple, de la situation dans ces territoires. Alors, je pense que là, par exemple, la donnée numérique, elle doit nous permettre de mieux calculer les flux. On l'a fait, par exemple, on s'est posé la question, avec notre équipe, nous avons eu à faire pour la ville de Paris, et en liaison avec l'État, le programme pour la réfection du parvis de Notre-Dame. Bon, 14 millions, 15, 16, peut-être 17 demain de visiteurs, sur un endroit minuscule, pas une toilette, pas aucun confort, un îlot de chaleur considérable. Bon. On s'est posé la question, donc, lorsque nous faisions cette programmation, je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'empreinte écologique, mais de savoir d'où venaient les gens, comment on pouvait les suivre, et d'utiliser les données. Bon. C'est sûr que ça, ce sont des points qui sont très importants, qui peuvent être positifs. Mais le risque, c'est plus celui de la privatisation des services urbains, quoi. Et je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais si vous voulez, on peut aller vers une ville totalement sous-traitée, et où beaucoup des fonctions qui sont du ressort de la gestion de la ville soient confiées à des services extérieurs. Donc, quelle habileté de contractualisation des collectivités il faudra pour tenir le coup, parce que tenir le coup face à une multinationale, quand on est même une agglomération de Dijon ou autre, enfin bon, avoir le fonctionnaire capable de discuter, vraiment, j'y crois peu. Donc, il y a des garde-fous citoyens à mettre là-dessus. C'est une question politique et trop peu vécue ou perçue comme telle par les citoyens. Il y a une autre privatisation de la ville qui s'est faite à grands pas. Moi, je parle d'une expérience très ancienne, vous imaginez. Et justement, ça me donne le recul. Très franchement, peut-être cela va-t-il stopper avec la crise immobilière qui s'annonce. Les problèmes financiers. Parce que les grands groupes, les groupes privés, n'agissent que lorsqu'il y a une valorisation, une plus-value à faire. Mais cette plus-value a été très grande dans les 30 dernières années. Et très franchement, les collectivités publiques, les élus notamment, n'ont pas cru en leurs services, n'ont pas cru en leurs techniciens. Ils ont des agences d'urbanisme, ils les ont utilisés pour faire des slogans ou des cartes de diagnostic, mais pas pour faire la politique. Des services, ils méfient, et ils ont confié. Pensez à tous les réinventés qui ont été lancés. Bon, réinventer Paris d'abord. On a réinventé Paris, vous imaginez. On met à l'encan 10 terrains et on dit qu'on va réinventer Paris. Inventer la métropole du Grand Paris, réinventer Angers, réinventer. Tout le monde a fait son réinventer. Maintenant, une ville de 20 000 habitants, elle va faire son réinventer. Se réinventer, c'est quoi? C'est je renonce à définir le programme
de ce que je veux pour tel espace fondamental, parce que je ne sais pas faire, et dans le fond, le privé va mieux savoir. Donc je vais avoir des idées, donc je fais un appel d'idées, je lance un dossier avec peu de spécifications, et le privé va constituer un groupement avec tel ou tel. Alors il va venir évidemment avec un gestionnaire de tiers-lieux, un gestionnaire... Vous avez l'air de ne pas beaucoup aimer ce terme. Mais j'adore les tiers-lieux, je les fréquente, mais ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Si vous voulez, c'est des évolutions normales de la vie. Qu'un café est un tiers-lieu. Ce n'est pas ça qui va nous régler la question, mais on y viendra peut-être avant la fin majeure de la conciliation des objectifs écologiques, d'égalité territoriale et d'identité de nos territoires et de la ville. Donc cette privatisation, elle est vraiment, je vous assure, très forte. D'abord de l'État, bon, et d'abord, je citerai un exemple, par exemple. Bon, là, ce n'est pas un exemple de privatisation, mais si vous voulez, nous, on a travaillé sur Montparnasse. On avait gagné un concours avec Rogers, l'équipe britannique, et Michel Devine, le paysagiste, et sur le pâté qui est au pied de la tour, vous voyez le grand centre commercial qui bloque tout. Donc on dynamitait ce grand centre commercial. On le traversait en deux, on rétablissait les rues. Pour la dimension écologique, nous construisions, nous gardions la structure de base que l'on avait dynamitée et ouverte sur la ville, et on construisait en bois, on changeait la programmation, mais eh bien, les copropriétaires qui avaient accepté le projet ont dit un jour, ben non, ça ne nous rapporte pas assez, il faudrait doubler les choses. Et la puissance publique n'ose pas, même la ville de Paris. Donc on dit, ben, on reste dans notre précaré. Et ça, on le voit partout. Donc il y a une sorte de... Il y a eu dans les 30 dernières années, et surtout dans les 15 dernières années, un accroissement de l'emprise du domaine privé, de la promotion, en fait, cachée sous des atours de définition de la ville désirable et de la ville contemporaine. Voilà. Et ensuite, évidemment, dès que les mauvais temps s'annoncent, le programme change, il n'est pas réalisé. C'est-à-dire ceux qui faisaient, le zakouski qui faisait qu'on avait choisi tel projet, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de... Juste un mot, sur un monument, un bâtiment qui m'est cher, l'Arche de la Défense. L'Arche de la Défense, le toit de l'Arche, en 1986, ça nous amène loin, M. Juppé a demandé qu'on vende le toit de l'Arche. Bon, moi d'ailleurs, je lui avais dit, si on vend le toit de l'Arche, bon, s'il y a Olida ou je ne sais quoi dessus, quand on ira mettre la flamme à l'Arc de Triomphe, ce sera le soldat inconnu, ce sera le nom d'une boîte privée au fond. Bon, il m'avait dit, qu'est-ce que vous avez contre l'entreprise privée? Bon, et ça, si vous voulez, le toit de l'Arche, il est fermé aujourd'hui parce que le ministère, pour le rénover, l'a confié pendant 17 ans, l'Arche de la Défense, ses bureaux, moyennant loyer, et le toit à Eiffage. Eiffage avait dit, oh, ben dans le toit, je vais faire un truc formidable, je vais accueillir le public, je vais avoir un programme. Et là, ils viennent de le fermer, il y a eu un petit communiqué, la société, c'est pas rentable. Ben oui, c'est pas rentable. Voilà. Donc, si vous voulez, ces exemples, ils sont multiples d'emprise du privé sur le public. Donc, il y a un réveil citoyen à voir sur cette question. Et comment est-ce qu'on concilie, quand on est urbaniste, comment est-ce qu'on concilie tous ces paramètres, donc citoyens pour commencer, mais également écologiques, puisque c'est aujourd'hui une problématique qu'on ne peut plus ignorer, financiers, politique, vu que l'urbanisme est à la croisée de tous ces éléments, comment est-ce qu'on arrive à concilier tous ces paramètres qui peuvent généralement être divergents? André, est-ce que vous... Oui, c'est le rôle de l'urbaniste. C'est-à-dire, je vois l'urbaniste comme un médiateur horizontal, justement, entre ces différents acteurs politiques, nécessairement, ceux techniques qui accompagnent les politiques, les acteurs également du marché, les promoteurs dont parlait Jean-Louis, les opérateurs immobiliers et les opérateurs de services, etc. Mais également, et c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure au sujet des technologies de l'information et de la communication,
qui peuvent permettre un partage de ces questionnements avec la société civile en général, et qui aujourd'hui est un acteur trop absent de cette médiation. Donc l'autre jour, j'avais une discussion à ces sujets et je disais à quelqu'un qui me posait une question, je disais, mais on a l'urbanisme que l'on mérite. C'est-à-dire, on vote pour des élus qui s'assoient à une table et discutent avec des opérateurs, etc., accompagnés par des techniciens, dont les urbanistes. Mais si les citoyens ne conquièrent pas la parole, le droit de parole dans cette médiation, alors effectivement, il y a une part nécessaire qui est trop absente de ces débats. Aujourd'hui, Jean-Louis a très bien décrit la situation. Dans cette polarité entre, disons, collectivité, État ou collectivité d'un côté et le marché avec ses opérateurs de l'autre, on constate, alors que à la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, l'État avait pris une place primordiale dans la production des territoires, avec des décisions centralisées, des urbanistes qui étaient rémunérés par l'État, avec des entreprises qui mettaient en œuvre les projets, qui étaient des entreprises nationalisées, des transports, de l'énergie, de la construction et de l'aménagement à travers la Caisse des dépôts, etc. Aujourd'hui, on a une puissance publique qui est en retrait et qui est, comme le décrivait Jean-Louis, en ce qui concerne les réinventer tout ce qu'on veut, des collectivités qui sont en retrait et qui font confiance aux opérateurs pour leur apporter le programme. Ça les soulage d'études préliminaires conséquentes. Jean-Louis disait que les services des collectivités parfois n'ont pas la confiance nécessaire pour pouvoir mener ces études, etc. Et donc on confie au marché la proposition du programme, la proposition de l'échéancier et l'apport du montage et du financement. Et donc on voit que en un demi-siècle, on est passé, un peu plus d'un demi-siècle, on est passé d'une présence très forte du public à une présence beaucoup plus marginalisée. Et donc cette médiation de l'urbanisme horizontale entre ces acteurs, aujourd'hui, pour devenir plus raisonnable de mon point de vue, nécessite une présence renforcée de la parole des habitants et de la société civile. Ensuite, l'urbanisme, c'est aussi un médiateur vertical. On en a parlé tout à l'heure, du ciel des idées à la matérialité des sols. Et puis je dirais aussi que l'urbanisme est un médiateur temporel, c'est-à-dire qu'il accompagne une ville dans une trajectoire historique vers un devenir possible, souhaitable, un horizon d'attente. Et cet horizon d'attente, à nouveau, on a besoin l'urbanisme a besoin de la parole de l'habitant, du citoyen, pour pouvoir avancer, avoir une médiation raisonnable qui échappe à cette polarité entre l'État et le marché, pour simplifier. Si loin, si proche, le titre de votre ouvrage, Jean-Louis, est-ce que c'est un petit peu la manière de résumer toutes ces questions qui sont somme toute assez philosophiques que vous venez d'évoquer, André, sur la place de chacun, le mouvement, la temporalité, la distance? Oui, tout à fait. Juste avant de répondre à votre question, je prendrais je pense qu'on est peut-être trop... faut pas qu'on apparaisse trop nostalgique. Car justement, on a manqué beaucoup de rendez-vous. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 70. Bon, on a manqué le rendez-vous de l'écologie. On n'a pas manqué le rendez-vous du retour à la ville. On a dynamité, à l'époque, le système. Disons, on simplifie parce que c'est pas ça, mais Charte d'Athènes. Le zoning, la rénovation à tout va. C'est la génération du retour à la ville.
Mais ce retour à la ville, on est passé à côté de la question écologique. Revenant à la ville, en un sens, on n'a pas moins aggravé la situation qu'elle l'aurait été si on avait perduré dans le modèle précédent. On a plus gardé le patrimoine, donc on a moins consommé de carbone, on a moins démoli, on a moins fait de place à la voiture, etc. Bon. Mais enfin, bon, on a manqué ce rendez-vous écologique. Ma génération, c'est-à-dire la génération des aménageurs, en croyant très bien faire. Et puis on s'est aperçu que notre action n'arrêtait pas la gentrification, qu'au contraire, souvent, elle la provoquait. Donc c'est une interrogation difficile, parce que si vous améliorez un territoire, ce qui est notre objectif, il se gentrifie. Donc là encore, il faut du politique. Il faut des logements sociaux. 40, 50, alors on va dire il y en a trop dans certains. Bon, dans le bassin minier, il y a 60% de maisons minières. Bon. Ah, c'est trop. L'État dit c'est trop. Oui. Idem à la Courneuve, il y a trop de HLM. S'il y a trop de HLM, il faut loger. Bon. Nous, on a pensé qu'en aménageant, on allait amener la mixité. Bon. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il ne faut pas être nostalgique. On a raté, on a raté un rendez-vous. Mais, si vous voulez, j'ai une certaine confiance. Je l'ai écrit dans le livre, parce que j'ai vécu au début de ma vie professionnelle. J'ai vécu une expérience savoureuse. C'était un colloque à Royaumont. J'étais tout jeune, entre les sociologues, les géographes, donc des gens qui seraient ici, ceux qui sont ici, l'État, des maires et des architectes, parce qu'il y a peu d'architectes ici. Mais enfin, là, il y a des architectes. Et ce colloque, c'était sociologie, urbanisme. C'était tous les travaux des universitaires sur la sociologie. Et là, pendant 2 jours, les gens sont montés sur les tables, ont justement demandé de dynamiter ce système où l'ingénieur était le roi, le chef de la meute. Et la Caisse des dépôts disait ce qu'on allait faire à Saint-Dié, ailleurs, enfin dans toute la France de manière homogène. Donc ça, c'est... Voilà, alors c'était formidable. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont incroyables. Donc, à monter sur la table, ils des architectes, ils croient que leur crayon, c'est un grand sexe. Enfin, voilà. Bon, et puis on est rentré dans Paris, c'était les barricades. Bon, alors, et ça a mis longtemps à percoler, mais ça a percolé tout ça. Ça a percolé, ce dynamitage du système ancien. Aujourd'hui, j'allais l'an dernier au colloque des aménageurs. C'est un peu comme tout, à Clermont-Ferrand, grande rencontre où il y a tous les aménageurs de France, les chargés de projet, les architectes, les maires. Et là, en rentrant, j'ai téléphoné parce que j'ai plus entendu parler que de carbone. On va décarboner. Notre avenir, c'est on décarbone. On va lutter contre le gaz à effet de serre. Je n'ai pas entendu une seule fois en 4 jours la question de l'égalité territoriale, de la ghettoisation. Pensez aux émeutes que nous avons eues, même si on dit qu'elles ne sont pas créées par les questions... ni d'ailleurs de beauté de la ville, ou d'échelle. Ça semblait disparaître. Donc je me dis, on est à un basculement total de la situation. Donc il faut être assez optimiste. Quand on fait le PLU, on vient de finir le PLU, de nouveau PLU de Paris, qui se dit bioclimatique, qui est à l'enquête publique. Donc, mais on a dans ce PLU mis des critères pour accorder les permis de construire dans 3 domaines, avec la nécessité pour chaque impétrant qui déposera un dossier de répondre à des critères où on trouve les 3 sujets qu'on veut traiter aujourd'hui, finalement, ou sur lesquels tout le monde serait en gros d'accord: la biodiversité et l'environnement. Donc, c'est des espaces libres des constructions, le taux de végétalisation du bâti, l'eau pluviale qui doit s'infiltrer, etc. Donc, être citoyen dans tous ces domaines. La programmation, avoir une mixité sociale, avoir des logements sociaux obligatoires, entendu, une diversité de fonctions, obligée, par exemple, on va mettre des logements au-delà de tel programme
des bureaux, et l'animation des rez-de-chaussée, avec des rez-de-chaussée qui peuvent être utiles à des services communs. Troisième groupe, efficacité, mobilité, bon, la performance énergique, le confort d'été, combien de jours, parce que ça va être un des problèmes majeurs des années à venir, et la réduction de l'empreinte du CO2. Donc ces trois groupes, pour avoir un permis, il faudra cocher au moins 3 de ces items dans 2 des catégories que j'ai données. Bon. Je cite ça pourquoi? C'est parce que c'est une sorte de résumé un petit peu de la manière dont on se pose la question. Bon, mais c'est à Paris, ça va faire quoi? Ça va surenchérir, je pense que ça va beaucoup bloquer la construction. Et donc, c'est une démarche qui devrait s'imposer ailleurs, si vous voulez, parce que c'est pas là qu'elle va produire le plus. Mais comme souvent, il y a plus d'investissements intellectuels, donc on montre une avancée de la planification, enfin des règles. Voilà. Et ça pose beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, on parlait du Code civil, sur la propriété privée, parce que un des freins que l'on trouve à l'application de ces règles, c'est la sacro-sainte propriété privée. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez faire un îlot de verdure pour diminuer les effets de chaleur au milieu d'un îlot de construction, vous ne pouvez pas, même si ça communique entre 2 propriétés, en termes de règles. Donc, il y a beaucoup de dimensions législatives qui sont à changer dans ces domaines. C'est important d'y aller. Donc, il y a un progrès. Il y a un progrès, je pense, qu'il faut noter. Mais la difficulté, c'est au niveau si vous voulez, de l'échelle qui est à prendre en compte. Donc on a dit plus loin, plus proche, pourquoi? Plus loin parce que c'est notre double injonction. Plus loin parce qu'il faut travailler, il faut voir très loin dans le temps. Alors ça, c'est un problème terrible de l'urbanisme. Parce que, oui, mais si vous voulez, il faudrait voir à 50 ans. D'abord parce que déjà construire un réseau de transport ou changer un modèle énergétique, c'est 10, 20 ans. Ensuite, plus loin, dans l'échelle géographique, parce qu'on ne peut pas raisonner sur son petit terrain, on peut toujours avoir des solutions magnifiques sur un petit îlot. Mais la difficulté, c'est de régler le problème des grandes masses urbaines ou des masses déshéritées en réseau. Et donc voilà la question. Et plus proche, parce que il faut être attentif aux plus précaires, aux plus vulnérables, et il faut gérer les questions. Donc voilà devant quel dilemme on est, avec c'est un peu le fin du monde, fin du mois, si vous voulez. Hein, bon, aujourd'hui, il y a un discours méta général qui est un discours simple. Bon, le président de la République faisait. Mais le problème, c'est le moyen d'y aller. Il n'y a pas assez d'évocation de ce qu'est la condition d'y parvenir, qui est l'équité, et l'équité territoriale dans ce qui nous assemble. Voilà. Et puis ensuite, les architectes, les urbanistes développent. Il y a des exemples ici. Je crois que CIME fait une conférence sur la ferme urbaine à Paris. Il y a des exemples. Au niveau micro, on sait faire. Là où on ne prend pas les choses en main, c'est au niveau macro, c'est au niveau des agglomérations. Le système communal français est terrible, et l'organisation à l'échelle de l'agglomération qui peut seule permettre une planification stratégique et seule permettre la mise en place, puisqu'il faut des péréquations entre les situations plus riches et plus pauvres, et peut seule permettre des choix. Et pour ça, il faudrait probablement il y ait une adéquation entre les périmètres administratifs et politiques et la responsabilité politique, et qu'elle soit identifiée par le citoyen, par une élection directe, offrant le choix du modèle, de l'endroit où elle veut placer le curseur. Car il va y avoir des sacrifices énormes à faire. Et c'est un peu pour ça qu'on a aussi écrit ce livre. C'est-à-dire que c'est à la fois très optimiste, il y a les solutions, ça progresse beaucoup dans la démarche, mais il y a des dangers qu'on a soulignés tout
tout à l'heure. Et puis, il y a cette absence de planification stratégique. En termes de sacrifice, je vois que l'heure tourne et qu'on ne va peut-être pas pouvoir prolonger autant que, en tout cas, moi, je l'aimerais. Je vais vous laisser un petit peu la parole, que vous ayez le temps pour... Alors, on a une ou deux questions pour éviter de décaler tout le reste du festival. Donc, voilà, la dame arrive avec le micro. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. Simplement, je voulais revenir vers vous. Quand vous dites qu'il faut voir un petit peu plus loin dans le temps et géographiquement, on a des textes aujourd'hui qui nous limitent à des limites administratives que sont les métropoles, les villes. Et dans ces textes, on fait rentrer de plus en plus de choses de contraignantes, comme le ZAN, par exemple, pour les PLUH, mais il y a aussi d'autres contraintes, comme l'approvisionnement en eau et qu'est-ce qu'on en fait des déchets. Alors, est-ce que ces PLUH ne pourraient pas être supprimés, renommés en PTUH, des plans de territoire urbain, où les métropoles, les villes pourraient travailler au niveau de bassins de vie avec les villes qui sont dynamiques autour d'elles? Est-ce que la solution pour avoir un bon équilibre entre le pavillonnaire vert, si je puis dire, et la ville dense qui va devenir un peu bétonnée, est-ce que la solution n'est pas de s'ouvrir vers les autres territoires, aller plus loin que l'agglomération? Oui, bien sûr. Alors, Jean-Louis parlait tout à l'heure de cette difficulté de dialogue entre des territoires qui sont partie prenante des mêmes enjeux et qui ont cette difficulté à se concerter, à trouver des objectifs communs et surtout à les mettre en œuvre, les stratégies qui peuvent leur permettre d'atteindre ces objectifs. Trop souvent, on a une conciliation au niveau de nos territoires identifiés, et une fois que la consultation a eu lieu, chacun repart de son côté, fait ce qu'il veut. Donc, c'est un fragment de réponse déjà, c'est-à-dire, vous avez raison, on peut penser les équilibres territoriaux autrement, à travers ce que certains appellent la biorégion, par exemple. Les biorégions pouvant être calées sur les bassins versants. Vous parliez de bassins de vie. Ce sont des hypothèses tout à fait vraisemblables. Une amélioration des conditions locales vient sûrement du dialogue entre des territoires souvent spécialisés qui auraient tout intérêt, non pas à aller être à la recherche de tout ce qui peut les amener à se transformer pour être en compétition avec le voisin, mais plutôt d'aller chercher chez le voisin ce qui leur manque. Donc vous avez la piste que vous portez est tout à fait raisonnable. Maintenant, la question, c'est comment mettre en œuvre ce changement fondamental du découpage des territoires aujourd'hui. Et là, c'est une vraie question politique. Et cette question politique, elle doit être portée par les citoyens et être exigée. Je pense que les politiques eux-mêmes ne l'inventeront pas. Ils sont aujourd'hui, eux-mêmes, ils se considèrent responsables de leur propre territoire. Ce territoire, il est divisé en plus de 36 000 morceaux et chacun ayant la prétention d'être le garant de ce qui le concerne. Donc voilà, il y a une vraie révolution à faire, mais je ne pense pas qu'elle puisse être exclusivement portée par le médiateur qui est l'urbaniste. Mais en revanche, oui, la parole de l'urbaniste, dès lors que l'urbaniste fait partie de cette médiation, doit être portée. Voilà, je pense que j'ai répondu, mais pas répondu à votre question, malheureusement. Juste un point. La question est très intéressante. Il faut faire attention aux mécanismes institutionnels. Vous l'avez connu ici avec la région Grand Est, etc. Bon, à l'échelle urbaine, il y a beaucoup de communautés d'agglomération, beaucoup de communautés de communes. Commençons déjà par leur donner le pouvoir, parce que vous savez que les communautés d'agglomération ont le pouvoir qui leur est délégué par les communes. Et qu'en réalité, comment ça fonctionne? Moi, je le vois tous les jours, si vous voulez, ça fonctionne. C'est un accord, effectivement, sur les grands objectifs, mais ensuite,
un accord aussi entre les intérêts des rapporteurs de chacun des maires. Donc, le mécanisme institutionnel est difficile. Je pense que l'État a quand même beaucoup de moyens d'exiger, les citoyens de faire pression, auraient beaucoup de moyens d'exiger une refonte de ce feuilleté territorial. Et que souvent ça a été manqué. Vous voyez, dans le Pas-de-Calais, par exemple, je le dis dans le livre, il y a eu un grand effort, il y a l'engagement de l'État pour le renouveau du bassin minier. Finalement, au moment où que Emmanuel Cos avait beaucoup porté, au moment où ça a été fait, une communauté urbaine était presque possible entre les 3 communautés d'agglomération et les 135 communes. Elle était presque commune, mais ils se sont contentés d'un pôle métropolitain. Et aujourd'hui, chacun revient un peu à ses moutons. Tout n'est pas perdu, mais il y avait un pas à faire. Mais là où vous avez raison, c'est qu'en particulier, il faut intégrer l'agriculture et ne pas considérer que l'agriculture et les terrains agricoles sont en dehors précédemment, ils étaient essentiellement utilisés pour développer des lotissements pavillonnaires et des autres activités. Bon, ça j'espère que ce sera un coup d'arrêt. Il sera mis, notamment avec Lausanne, mais il faut les concevoir positivement en les intégrant dans les boucles d'économie circulaire avec les centres urbains. C'est ce que Pierre Vels, qui a donné un témoignage dans notre bouquin, ce sur quoi il insiste beaucoup. Et ce pourquoi, bon, il y a une grande bataille en région parisienne. Moi, je pense que l'organisation urbaine de la région parisienne devrait être à l'échelle de la région. Je ne dis pas que ce soit la région, mais c'est à l'échelle de la région. Mais on nous dit, mais il y a trop de campagnes. Il y a trop de campagnes dans la région. Mais non, c'est bien. On a le temps pour une dernière petite question rapide, s'il vous plaît. Bon. Du coup, je suis là. Je vais déjà poser mon point de vue. Je pilote des opérations d'aménagement d'espace public pour la métropole de Clermont. Donc, ça pose mon point de vue. Ma question, c'est rebondir par rapport à la représentation du peuple. Notre système, il est démocratique et la représentation du peuple, normalement, elle est prévue par les élus. Est-ce qu'il n'y a pas un manquement aussi dans l'éducation et l'urbanisme ? L'espace public, la ville, ou même les territoires, on vit tous dedans. Et on n'a aucune éducation dessus. On étudie les fleuves, on étudie les montagnes, voilà, mais pas l'urbanisme. Et dans les débats politiques, il ne me semble pas avoir jamais entendu des échanges là-dessus, même au niveau communal. Métropole un petit peu. Bon, j'ai vécu un moment à Lyon où c'est quand même un sujet un peu important, mais voilà. Et je vais essayer d'être court, mais vous étiez à Clermont-Ferrand, vous avez rencontré des aménageurs qui venaient du national. Combien de publics, combien de collectivités publiques étaient représentées par les services techniques qui aménagent le bien commun qu'est l'espace public. Voilà. Parce que dans les projets urbains petits, la collectivité s'efforce d'associer le public, les riverains. Il me semble que c'est rarement le cas pour les projets privés. Ne vous battez pas. Ouais, je pense qu'il y a une chose qui est très possible à faire, qu'on commence à tester, c'est d'associer les jeunes. Parce que pour que ça marche, notre affaire, cette nouvelle imaginaire qui est en train de se mettre en place, mais qui évidemment doit être très exigeant, très dur en arbitrage entre les choix à faire dans une situation financière difficile, impliquer les jeunes dès le démarrage, notamment dans les collèges et les lycées, c'est formidable. Nous, j'avais mis en place un label de projets d'initiatives populaires d'économie circulaire ou autre, dans Bassin-Minier, et finalement, on a décidé de faire passer les projets devant les jeunes. Les porteurs de projets s'expliquent devant les jeunes restituent, donnent leur avis. Et je pense qu'il y a une impétence et que par les jeunes, un petit peu, je parlais tout à l'heure des enfants qui étaient au musée du Louvre, ce qu'amenaient leurs grands-parents, c'est par les jeunes qu'il faudrait que l'on fasse cette éducation que, à juste titre, vous présentez comme importante pour faire intervenir le citoyen. Et pour compléter ce que dit Jean-Louis, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui en ce qui concerne les urbanistes, c'est de faire en sorte que
les connaissances qu'ils produisent puissent être partagées. Je pense qu'il y a une responsabilité de porter à connaissance de l'état des territoires. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a sûrement quelque chose à inventer à ce niveau-là, c'est-à-dire de trouver les bonnes plateformes, enfin les bons canaux et les bons lieux pour partager cette connaissance de l'état de nos territoires. Parce que je ne pense pas qu'on soit dans une période où on ait une nouvelle ville à inventer. Je crois qu'elle est déjà là. Et que c'est plutôt la manière dont on peut l'accompagner vers quelque chose de plus satisfaisant qui est l'enjeu aujourd'hui. Mais pour ça, il faut pouvoir partager cet état des lieux, le rendre compréhensible, ainsi que les enjeux qui découlent de ces observations, analyses et réflexions. Merci à vous déjà toutes et tous d'avoir assisté à cette rencontre. On a dépassé l'heure limite, donc voilà, nous sommes obligés d'y mettre fin. Merci Jean-Louis Subilo, merci André Lortie, merci à vous.